Bonjour à tous, je suis Valentin et vous êtes chez YAM Paris 15. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la prise en main complète de cette Tracer 9 GT+, un modèle apparu en 2023. Lorsque vous allez prendre possession de votre Tracer 9 GT+, ce qu'on va vous remettre déjà dans un premier temps, c'est une boîte qui va contenir plusieurs éléments. Ça contient votre facture d'achat évidemment, le manuel d'utilisation et tout ce qui concerne la garantie. Comme c'est une Yamaha, vous avez une garantie de 24 mois dessus, donc c'est-à-dire que si vous avez un problème sur la moto qui ne résulterait pas d'une mauvaise utilisation, eh bien Yamaha prendra en charge la main-d'œuvre et les pièces. La seule chose qui restera à votre charge, ce sera les fluides, c'est-à-dire les produits de nettoyage, l'eau, l'huile et tout ce qui concerne le remorquage. On vous offrira également une petite pochette pour ranger votre carte grise. Là, vous recevrez la carte grise provisoire. La définitive arrivera chez vous dans quelques jours. Évidemment, pensez à venir avec votre vignette d'assurance. Il faut que la moto soit assurée quand vous venez la récupérer. Donc, dès que vous êtes assuré, le mieux, c'est même de nous transmettre votre preuve d'assurance. Comme ça, vous pouvez repartir avec la moto, puisque si elle n'est pas assurée, vous ne pourrez pas venir la chercher. On passe maintenant aux clés de la moto que vous allez recevoir avec elle. Donc, vous en avez trois. Vous avez deux clés noires, une clé rouge. Les clés noires, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. La clé rouge, nous, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de la laisser de côté, de la garder précieusement, puisque c'est elle qui va vous servir si vous perdez une clé et que vous avez besoin d'en refaire une. De même que la petite plaque qui va avec. Voilà, donc c'est vraiment deux éléments qu'il faut bien garder à l'abri et ne vraiment pas les utiliser, car je le répète, si vous les perdez et qu'il faut tout changer, on parle d'une opération à 1 500 €. Et donc ces clés, ça va nous permettre en premier lieu d'ouvrir la trappe à essence. Jusqu'ici, rien de compliqué. Pareil pour refermer. Niveau carburant, samplon 95, samplon 95 E10 ou samplon 98 E5, pas de différence. Vous pouvez vraiment mettre les trois dans la moto, elle l'acceptera très bien. Nous, on préconise malgré tout le samplon 98 qui a un meilleur indice d'octane et qui permet généralement de faire quelques kilomètres en plus avec votre plein. Avec la clé, on va pouvoir également déverrouiller la selle passager, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. La serrure se trouve juste là. Et une fois qu'on tourne, on soulève la selle. On va avoir à l'intérieur quelques petits outils. Normalement, vous avez une pochette avec des outils supplémentaires. Et vous avez donc sous la selle suffisamment de place pour ranger quelques accessoires, voire un antivol. Soulever la selle passager, ça va aussi nous permettre de soulever la selle conducteur. Donc pour ça, c'est très simple. On a le caoutchouc ici qu'on vient tirer, tout simplement. Et va se trouver à peu près à ce niveau-là un petit loquet qu'il faudra pousser vers la gauche. Ce qui nous permet ensuite de pouvoir soulever la selle conducteur. Et retirer la selle pilote, ça va nous permettre de faire deux choses. La première, c'est d'avoir un accès à la batterie, si on en a besoin. Et la deuxième, c'est de pouvoir régler la hauteur de selle. Donc pour ça, on a deux éléments. On a le cadre qui est là et le caoutchouc ici. Là, typiquement, la selle est en position basse. Donc si on veut la mettre en position haute parce qu'on est suffisamment grand, il suffit de tirer le caoutchouc, de déclipser le cadre en tirant vers le haut. Et vous voyez, on a deux pions. Donc en fait, chacun correspond à une position. Là, on était vers l'avant, la position basse. Donc si on recule maintenant, là, on est sur la position haute. Pour remettre la selle, on vient l'enclencher par l'avant et on la verrouille. Et donc là, en position haute, c'est normal d'avoir un jour. Maintenant, si on veut repasser sur la position basse, même chose dans l'autre sens. On enlève la selle. On défait le cadre. On le remet vers l'avant. Et on remet le caoutchouc. Il ne reste plus qu'à enclencher la selle. Remettre ce caoutchouc. Donc il suffit de le glisser dans son emplacement et de remettre la selle passager. Pour ça, il suffit
d'enclencher l'arrière et de verrouiller. Et surtout, de ne pas oublier sa clé. La Tracer 9 GT+ est fournie d'origine donc avec une paire de valises latérales. Bon là, vous remarquerez qu'on a un petit problème de couleur de capot, mais vous inquiétez pas, les vôtres seront bien assortis à la moto. Qui s'ouvre avec votre clé de contact. Pour ça, on a une serrure sur la valise avec 3 petits pictogrammes. La position verrouillée, c'est-à-dire que la valise est en place et on ne peut pas l'ouvrir. La position gauche pour pouvoir sortir la valise et la position droite pour pouvoir l'ouvrir. Donc, on commence par la position droite. On vient appuyer ici. Et grâce à ce levier, on peut ouvrir la valise, avoir accès à ce qu'il y a à l'intérieur, éventuellement caler ce que vous allez placer dedans. Et pour la refermer, on ferme, on appuie et on revient sur la position verrouillage. Pour enlever la valise maintenant, c'est tout simple. On vient cette fois sur la position tout à gauche, la position déverrouillage, ce qui va faire sortir la poignée. Il suffit ensuite de l'attraper, de soulever vers le haut et on peut défaire la valise. Pour la remettre, c'est très simple. On va viser les 2 encoches ici, plus le 3e point de fixation. On enclenche bien les 3. On verrouille la poignée, on revient sur la position de verrouillage et notre valise est bien en place. Évidemment, tout est identique pour la valise de gauche. Je profite que notre modèle d'essai soit équipé du top case Yamaha pour vous montrer son fonctionnement si jamais vous optez pour l'un des 2 top cases du catalogue, c'est-à-dire soit le petit modèle de 34 litres, soit le grand modèle de 45 litres. Le fonctionnement est le même pour les deux. Donc c'est la même chose que pour les valises, vous allez pouvoir l'ouvrir avec votre clé de contact. Donc, vous le glissez dans la serrure, vous tournez vers la droite et vous voyez que ça libère la poignée ici. Pour l'ouvrir, vous appuyez simplement ici et vous avez accès au contenu de votre top case. Pour le refermer, il faut bien faire attention. En fait, la position, quand on le referme, ça vient verrouiller la poignée. Donc, il est important, quand vous le refermez, de bien appuyer sur la poignée avant de tourner la clé. Et là, vous voyez, c'est bien verrouillé. Sachant que vous pouvez très bien fermer, retirer votre clé avant de verrouiller votre top case. Il suffit ensuite de bien appuyer. Et là, vous voyez qu'il est bien fermé. Pour l'enlever, même principe que pour les valises, on va tourner la clé donc toujours à droite. Simplement, on va tirer sur la poignée jusqu'au bout. Et là, on peut sortir notre top case. Sachant qu'après, si on veut le remettre, on l'enclenche par l'avant. On vient le verrouiller. Et on est bon. Allez, on passe sur la partie avant maintenant, avant de se pencher sur le contact. Je vais vous parler du réglage de bulle, qui est très simple, puisque c'est la poignée que vous avez ici. Vous venez pincer, et ensuite, vous venez ajuster la bulle à votre convenance. Vous avez différents crans. Voilà, donc bien vérifier qu'elle est verrouillée une fois que vous avez trouvé la bonne position. Ensuite, en dessous, on a le compteur, mais ça, on va se pencher dessus un tout petit peu plus tard. On a une alimentation USB sous le compteur. Et pour ce qui est des commodos, on va trouver alors, côté gauche, le petit bouton derrière qui va nous servir, vous allez le voir plus tard, pour le régulateur adaptatif, à gérer la distance que vous souhaitez. Les autres commandes du régulateur qui se trouvent ici, tout ce qui va concerner les phares, donc pour passer en feu de route, pour revenir en feu de croisement et pour faire un appel de phare, les clignotants, gauche, droite, arrêt, le klaxon, le petit joystick qui va permettre de contrôler le compteur, qui bouge sur 4 directions, plus la possibilité de l'enfoncer pour valider, et le petit bouton retour juste en dessous. À droite, c'est un petit peu plus simple. On va trouver le coupe-circuit, donc si on veut éteindre la moto, qui fait également démarreur, le bouton pour les différents modes de conduite et le bouton des feux de détresse. On passe maintenant sur le contacteur, donc qui va avoir la position pour verrouiller le guidon. Donc guidon braqué à gauche, on vient mettre la clé, on appuie dessus et on tourne jusqu'à la position lock. Et là, votre guidon est verrouillé.
On le répète, ça, c'est pas vraiment un antivol, hein. Si vous vous arrêtez et que vous ne laissez que ça, les voleurs, ils ont juste à le casser et à partir avec la moto. Donc toujours attacher votre moto avec un vrai antivol, si possible à un point fixe. Pour déverrouiller, on vient mettre la clé, on appuie, on tourne et on est revenu à notre position off. Donc si on veut mettre le contact, c'est vers la droite. Comme vous le voyez au démarrage, on a un certain nombre de voyants qui s'allument pour contrôler que tout est OK sur la moto. Nous avons le Shift Light, ça on reviendra un petit peu plus tard sur son fonctionnement, le voyant UBS, le voyant de neutre pour indiquer le point mort, le voyant ABS, le voyant moteur, le voyant du contrôle de stabilité et les deux petits triangles d'avertissement qui vous indiquent si c'est un souci moyen ou grave. On a également le témoin de pression d'huile qui doit disparaître une fois qu'on a démarré la moto, tout comme les différents voyants qui restent allumés à ce stade. Voilà, si vous avez un des deux voyants rouges qui persiste une fois que vous avez démarré la moto, arrêtez-vous tout de suite et contactez votre concessionnaire Yamaha le plus proche. Les voyants ABS, UBS, c'est un petit peu différent puisque eux, ils vont s'éteindre au bout de quelques mètres de roulage. Donc l'ABS, écoutez, c'est ce qui empêche les roues de se bloquer. Donc pareil, si vous avez un défaut, votre moto pourra continuer à freiner, mais vous aurez un risque de blocage des roues si vous freinez trop fort. Et l'UBS, c'est le freinage combiné avant-arrière puisque cette moto en est équipée. Donc si vous avez le voyant, c'est soit que vous l'avez désactivé manuellement, soit qu'il rencontre un problème. Donc on passe maintenant à ce que vous allez pouvoir avoir sur le compteur en temps normal, toutes les informations qu'on trouve ici. Donc on commence avec, encore une fois, notre témoin d'huile, juste en dessous la date et l'heure. On va également avoir ici quelques informations qu'on pourra faire défiler, il y en a plusieurs, c'est une espèce de rouleau. On a ici la température moteur en barre graphe, le compte tour, l'indicateur de rapport engagé, la vitesse, le mode de conduite sélectionné. QS, ça correspond au quick shifter. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. La jauge à essence, toujours en barre graphe. Ici, les petites icônes de connexion. La connexion, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. Et ici, à nouveau, d'autres informations. Mais il n'y en a que 3. Ce sont vraiment nos 3 favoris qui sont personnalisables, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, pour manipuler le compteur, ça va se passer avec le petit joystick qui se trouve ici. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est faire défiler les informations qui se trouvent là, simplement en appuyant en haut ou en bas. Si jamais on souhaite rentrer dans le menu et explorer les différents modes, ensuite, soit on clique, soit on va directement de gauche à droite. Et ça commence avec, par exemple, les poignées chauffantes. Pas besoin de valider, une fois qu'on est dessus. On monte ou on descend. Vous voyez qu'on a la position off et 3 niveaux de chauffe. Une fois qu'on aura quitté le mode, avec le petit bouton retour en dessous, on va trouver ici le voyant qui nous indique le niveau des poignées chauffantes sélectionnées. Ensuite, nous avons les réglages. Donc, dans un premier temps, on peut régler par exemple les différents niveaux de chauffe de la poignée chauffante. Si vous trouvez que le niveau 3 n'est pas assez fort ou trop fort, vous pouvez le régler, etc. Pareil pour les autres niveaux. YRC Settings, là, on rentre vraiment dans les aides au pilotage de la Tracer 9 GT+. Donc, on va retrouver ici les différents modes de conduite, donc Sport, Street, Rain et Custom. Quand on quitte et qu'on revient au menu, on voit qu'ici on est en mode Sport. Pour changer de mode, ça se passe donc comme on l'a vu sur le commodo droit, avec le bouton qui se trouve ici. Et on fait défiler les différents modes. En gros, le mode pluie, c'est là où la moto va avoir le plus d'aide activée, avec une puissance moteur légèrement diminuée, pour avoir une moto la plus douce possible. Le mode street va être un mode intermédiaire avec déjà un niveau de performance un petit peu plus relevé. Et le mode sport, c'est là où on a les aides au minimum avec la poignée de gaz qui est la plus réactive. Le mode custom, c'est celui que vous allez vraiment pouvoir personnaliser. Donc on va voir ça. Lorsque l'on est sur les 3 modes de base, vous voyez que les colonnes sont grisées. En revanche, quand on est sur le mode custom, là, on peut aller sur les différentes assistances. Donc sur le premier menu, on a dans un premier temps Power, qui est la puissance moteur. Donc niveau 1, c'est vraiment la réponse, je disais, la plus
la plus sportive. Niveau 4, ce sera la réponse la plus douce. Le TCS, c'est le traction control, donc l'anti-patinage. Pareil, niveau 3, il est au maximum. Niveau 1, il est au minimum. Le SCS, c'est le contrôle de la glisse en virage, donc qui fonctionne un petit peu comme le traction control. Donc, à voir si vous le voulez beaucoup, un peu ou très peu. Le lift control system, c'est tout simplement l'anti-wheeling. Pareil, moins il est élevé, plus la moto va cabrer. Enfin, le mode de suspension. Donc A1, A2, on a deux modes de suspension puisque les suspensions sont réglées électroniquement. Le mode A2 va être les suspensions les plus souples, donc à privilégier sous la pluie et dans une conduite vraiment confortable. Le mode A1, des suspensions un peu plus fermes pour une conduite plus sportive. Ça, c'est ce qui est paramétrable en mode custom. Maintenant, ce que vous pouvez paramétrer dans tous les modes, c'est une fois qu'on va à nouveau à droite, on trouve cette petite fenêtre. Et donc là, nous avons notre quick shifter, c'est-à-dire ce qui permet de passer les rapports sans embrayer. Donc nous avons sur cette moto un quick shifter 3e génération, ce qui signifie que vous pouvez le faire en plus avec les gaz ouverts. Donc à la montée des rapports, qu'on peut désactiver si on le souhaite, à la descente des rapports, qu'on peut désactiver si on le souhaite également, et baisser, c'est l'ABS. Donc vous ne pouvez pas désactiver l'ABS, en revanche vous pouvez le limiter. D'ailleurs, j'en profite, donc le quick shifter, en fait, vous avez ces petites flèches et quand elles sont vertes, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser. Donc, flèche verte à gauche, flèche verte à gauche pour la montée des rapports, à droite pour la descente. Petit détail concernant le shifter, évitez de l'utiliser pendant le rodage, c'est-à-dire pendant les 1000 premiers kilomètres. Attendez la première révision avant de commencer à vous en servir. Ce sera tout simplement mieux pour votre boîte de vitesse. Dans les réglages, on va aussi trouver donc maintenance, c'est depuis combien de temps ont été faits les opérations, donc ça c'est surtout pour l'atelier. L'horloge, si vous avez besoin de la régler, vous avez l'ajustement manuel, mais vous avez aussi l'ajustement automatique une fois que vous aurez connecté l'application MyRideLink. La luminosité de jour et de nuit, les unités si jamais vous ne voulez pas des unités européennes. Véhicule info, donc ça c'est comme je vous expliquais, nos favoris sur le compteur. Donc là par exemple on est sur le trip total, le trip 1 et la température moteur. Ce qu'on peut très bien faire c'est remplacer le trip 1 par la température extérieure. Pour ça on le sélectionne avec le joystick et vous voyez qu'on a toute la liste de nos informations et donc il n'y a plus qu'à trouver celle qui nous intéresse qui s'appelle R. Voilà. Et donc si je quitte, ma température extérieure est bien revenue dans les favoris. Et si on fait défiler à gauche, on trouve maintenant notre trip 1. Ensuite, nous avons Shift Indicator, qui est tout simplement le Shift Light, donc le petit voyant qui se trouve ici, qui est une lumière que vous pouvez activer ou désactiver, et que vous allez programmer à un régime moteur donné. C'est une lumière qui va vous dire en gros quand passer votre rapport. Donc voilà, généralement on trouve ça sur les motos très sportives, mais la Tracer 9 GT+ en est équipée. Et donc ça vous permet par exemple de définir que à 11 000 tours, quand il s'allume, il est vraiment temps de passer votre rapport. Et puis on définit le régime moteur où il s'éteint. Et ensuite, vous pouvez vraiment planifier le régime moteur que vous souhaitez. Toujours en naviguant avec le joystick. Ça peut être utile pour le rodage dans un premier temps, de le mettre par exemple au minimum. Ça, vous savez qu'à 6000, quand il s'allume, il est déjà éventuellement temps de changer de rapport. La calibration des suspensions, ça, vous n'avez pas à y toucher. On est vraiment sur des réglages très fins qui se feront éventuellement en atelier. Voilà, vous avez même un petit message de prévention au départ. Et puis All Reset si vous voulez tout remettre à zéro. Ensuite, nous avons le thème du compteur, puisque vous avez 3 thèmes différents. Donc à vous de choisir celui qui vous plaît, sachant que en fonction du mode, vous aurez des petites variations. Par exemple sur celui-ci, on voit qu'en mode sport, on a un fond de compteur rouge. Véhicule info, ça va nous permettre de remettre à zéro tout ce qui peut l'être. C'est-à-dire que dès qu'on est sur une valeur et qu'elle clignote, on peut la remettre à zéro. Donc par exemple, la vitesse moyenne, on se met dessus, on valide et on remet à zéro. Et on peut très bien le faire aussi
si nous avons des valeurs qui peuvent être remises à 0 dans les favoris. Il suffit de naviguer avec le joystick. La partie audio, c'est si vous connectez votre téléphone et que vous avez un casque Bluetooth et que vous voulez écouter la musique, vous allez pouvoir la contrôler via cette interface, qui est finalement assez facile. La partie application, c'est tout ce qui concerne la connectivité du compteur avec le téléphone, ce qui va vous permettre aussi de récupérer le GPS Garmin, l'affichage sur l'écran. C'est une procédure qui est un petit peu complexe, donc en fait elle a fait l'objet d'une vidéo complète. C'est une vidéo qu'on a tournée à l'époque de la sortie du T-Max qui est équipé du même compteur. La procédure est strictement identique. La seule différence, c'est que sur le T-Max, la prise USB se trouve dans la boîte à gants. Là, on a vu qu'elle se trouve sous le compteur, mais sinon vous pouvez aller voir notre vidéo de connexion qu'on a déjà faite. Je vous mets le lien en description. Et comme ça, vous aurez toute la procédure pour connecter votre téléphone, votre casque Bluetooth, récupérer la musique, les appels, l'application MyRideLink et donc l'application Garmin qui vous permet d'avoir le GPS affiché directement sur le compteur. Et puis dernière chose, c'est le Stability Control qui est donc le contrôle de stabilité. En gros, c'est si vous le désactivez, d'une part vous allez avoir donc le petit voyant qui se met ici et vous allez avoir certaines aides de la moto qui sont désactivées, notamment le radar à l'avant. Donc du coup, vous n'avez plus accès au régulateur de vitesse adaptatif, mais c'est vrai que ça peut être utile quand on roule dans du trafic très dense, puisque des fois la moto peut être un petit peu perdue avec beaucoup de véhicules autour et se mettre justement à ralentir un petit peu toute seule en pensant qu'il y a vraiment un obstacle. Donc voilà, si jamais vous trouvez que dans votre conduite, les aides de la moto sont un petit peu trop intrusives, vous pouvez retirer le Stability Control. Maintenant, nous on conseille quand même de le laisser. À l'usage, ce n'est pas non plus trop gênant. Et donc la dernière chose à voir, c'est justement le régulateur de vitesse adaptatif. Ça, c'est une des nouveautés de la Tracer 9 GT+. C'est-à-dire qu'on a le régulateur de vitesse, jusqu'ici, tout est normal. Mais avec le radar qui se trouve à l'avant, la moto va pouvoir accélérer et freiner en fonction des véhicules autour de vous. Donc comment ça fonctionne? Pour l'activer, déjà vous commencez par appuyer sur le bouton ici. À ce moment-là, vous voyez que vous avez ceci qui apparaît avec 4 petites barres. Ça vous indique la distance que vous voulez mettre avec les véhicules devant vous. Et donc, avec le petit bouton qui se trouve ici, une fois que vous aurez calé votre vitesse, vous pourrez régler la distance, plus ou moins. Il n'y a qu'une seule pression, ça fait un tour. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, etc. Et donc, pour activer le régulateur de vitesse, une fois qu'on l'a allumé et qu'on est sur la vitesse qu'on souhaite, on va appuyer sur 7 et ça va bloquer la vitesse. Donc, mettons que vous êtes à 100 km/h. Vous bloquez, la moto va rouler à 100 km/h. Vous pouvez changer de rapport si vous ne touchez pas à l'embrayage, puisque la moto est équipée d'un shifter. Ça va conserver la vitesse. Si jamais vous êtes à 100 km/h et que vous trouvez que la moto est un peu haute dans les tours, vous pouvez monter votre rapport, le régulateur va rester activé. Ensuite, vous pouvez donc rajouter ou enlever 1 km/h en cliquant, et ensuite rajouter ou enlever plus de vitesse en restant appuyé dans un sens ou dans l'autre. Pour couper le régulateur, vous avez 3 solutions. Soit en appuyant sur l'embrayage, soit en appuyant sur le frein, avant ou arrière, peu importe. Et le mieux, si vous êtes en train de rouler, pour le couper, c'est de tourner la poignée vers l'avant. Vous avez une petite position de la poignée de gaz qui vous permet de couper le régulateur, mais sans à-coup, sans avoir un à-coup comme avec l'embrayage ou les freins. Encore une fois, avec le régulateur adaptatif, si jamais vous avez des véhicules qui freinent devant vous, donc la moto va freiner. Et si vraiment les véhicules sont à l'arrêt, la moto va freiner au maximum jusqu'à 20 km/h. À 20 km/h, le régulateur se coupe. Donc là, ce sera à vous de terminer votre freinage pour ne pas terminer dans la voiture de devant. Donc si jamais vous avez dû couper le régulateur en roulant, pour une raison ou pour une autre, pour retrouver la vitesse que vous aviez sélectionnée précédemment, une petite pression sur la touche Raise. À savoir que pour désactiver le régulateur, vous pouvez aussi tout aussi bien le couper en rappuyant sur le bouton marche arrêt. Mais dans ce cas-là, ça perdra la vitesse en mémoire. On va passer maintenant sur toutes les petites vérifications techniques que vous allez pouvoir effectuer sur la moto au fil du temps, à commencer par le réglage des leviers. Donc, levier de frein, vous avez la petite molette. Vous écartez le levier, vous faites tourner la molette et vous trouvez la position qui vous convient, plus ou moins près. À gauche, vous allez avoir votre garde à l'embrayage. Il faut toujours avoir à peu près 5 mm de jeu avant de sentir que vous déclenchez l'embrayage. Tout simplement parce que si votre garde est trop détendue ou trop tendue, vous aurez d'une part des difficultés à trouver le point mort et une usure prématurée de votre embrayage.
Ce qui va être important de contrôler aussi, c'est votre niveau d'huile. Donc pour ça, moto sur la béquille, moto droite, moteur froid, ou s'il vient de tourner, vous attendez au moins 2-3 minutes que l'huile redescende bien. Et vous allez contrôler grâce au petit hublot qui se trouve juste ici, donc tout en bas. Le but, vous avez un repère bas, un repère haut. Le but étant d'être toujours au niveau du repère haut. Si jamais il vous en manque, ça va se passer ici. Vous dévissez et vous remplissez avec l'huile préconisée. Sachant que le contrôle du niveau d'huile se fait tous les 1000 km. Et je vous rappelle que sans huile, votre moteur casse et c'est plus embêtant. Autre élément fondamental, c'est la pression de vos pneus. Il faut toujours que vos pneus soient à la bonne pression, sinon vous risquez tout simplement des pertes d'adhérence. Des pneus sous-gonflés ou surgonflés, c'est jamais bon pour une moto. Donc, comment ça se passe? Vous avez l'autocollant avec la pression des pneus qui se trouve caché juste là. Et donc, ce qu'on peut voir dessus, c'est que vous soyez seul ou en duo ou chargé, en gros, la pression, c'est 2 bar 5 à l'avant, 2 bar 9 à l'arrière. Et donc, pour rappel, la pression des pneus se fait à froid et surtout, faites-le régulièrement. Donc, idéalement, c'est tous les 500 km ou 2 semaines. Dans le meilleur des cas, faites-le au moins tous les mois ou tous les 1000 km. Sur le même intervalle de temps, vous allez pouvoir aussi contrôler la tension de votre chaîne, ça c'est important. Il faut vérifier que lorsque vous êtes sur la béquille centrale, vous ayez un débattement qui ne soit pas trop important. D'ailleurs sur celle-là, il est un peu limite. Donc vous devez avoir en gros 2-3 cm de débattement. Comme j'ai dit, ça se contrôle tous les 500 km à peu près. Tension, graissage, mais à refaire sans attendre si vous avez roulé sous la pluie. Ça c'est vraiment ce qui va vous permettre d'augmenter la durée de vie de votre kit chaîne. Pour ce qui est du lavage de la moto, écoutez, vous pouvez le faire à la main, mais vous pouvez aussi y aller au jet. Dans ce cas-là, donc toujours garder une distance d'à peu près 30-40 cm, pas trop près de la moto non plus. Il y a des endroits où vous pouvez insister, d'autres non, c'est-à-dire que là où vous pouvez forcer, c'est sur tout ce qui est jantes, les freins également, les étriers de frein, les disques, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Là où il faut faire attention en revanche, c'est sur les roulements de roues, les joints spi également, et de manière générale, le poste de pilotage. Lorsque vous allez récupérer la moto, il y a une notion importante qui est celle du rodage. C'est-à-dire que les 1000 premiers kilomètres, il faut être vraiment doux avec la moto puisque tous les jeux de fonctionnement vont se faire. Et c'est ce qui va permettre aussi d'assurer la longévité de ces différentes pièces. Donc ça commence par les pneus, les freins. Là, c'est plus une question de sécurité. C'est-à-dire qu'au début, ils ne sont vraiment pas efficaces. Les pneus peuvent s'avérer un petit peu glissants et les freins manquer de puissance. Donc, au départ, sur les, on va dire, les 30-40 premiers kilomètres, vraiment, allez-y très doucement, rallongez vos distances de freinage, prenez de l'angle vraiment progressivement et vous allez pouvoir roder vos plaquettes et vos pneus comme il faut. Concernant le moteur, cette fois, nous, ce qu'on conseille, c'est que sur les 500 premiers kilomètres, vous évitiez de dépasser la moitié de la course de la poignée de gaz. Vous allez vraiment faire des accélérations progressives, évitez de monter aussi trop haut dans les tours, vraiment, que le moteur puisse prendre ses tours tranquillement. Entre 500 et 800, vous allez pouvoir y aller un petit peu plus franco, et puis entre 800 et 1000, vous allez quasiment pouvoir rouler normalement. Comme je l'ai dit plus tôt aussi, évitez d'utiliser le shifter. Ce qui sera nécessaire ensuite de faire sur toute la vie de la moto, c'est un temps de chauffe. Donc encore une fois, on va laisser la moto monter en température tranquillement avant de rouler normalement. Donc pour ça, le mieux c'est de contrôler sur le compteur. Comme on a vu, vous avez la température moteur. Donc ça correspondra à 3 bars sur le compteur et idéalement 80 degrés de température moteur. Et même chose à froid, les freins, les pneus, on y va toujours un petit peu plus tranquillement les premiers kilomètres. Ne soyez pas étonnés aussi sur les tout premiers kilomètres si vous avez des petites odeurs de chaud, notamment au niveau de l'échappement. C'est tout à fait normal, c'est comme ça au début. Une fois que vous allez approcher les 1000 km, vous avez la première révision. Idéalement, dès que vous savez quand vous allez les atteindre, vous nous appelez, vous prenez rendez-vous puisqu'il se peut qu'on ait un petit peu d'attente à l'atelier et il est nécessaire vraiment de ne pas dépasser de trop ce kilométrage. Donc voilà, la révision des 1000, très important. On va faire la première vidange, on va vérifier les serrages, etc. Ensuite, les révisions se feront tous les 10 000 km. Comme vous êtes client YAM Paris 15, vous aurez accès à un numéro, celui d'une permanence téléphonique, c'est-à-dire que vous pourrez nous joindre en cas de souci, en cas de questions importantes, tous les jours de 10h à 21h, même sur les jours fériés et les vacances. Voilà, on arrive à la fin. Donc une des dernières choses, ce sera le questionnaire de satisfaction que vous allez recevoir par mail. Le but étant d'y répondre de la manière la plus franche possible. S'il y a des choses qui vous ont déplu, dites-le. Mais surtout, si ça vous a plu, dites-le aussi, c'est très important pour nous.
Et pour finir, si jamais vous pouvez nous laisser un petit avis sur Google, là aussi on vous en sera très reconnaissant. J'espère que cette prise en main complète vous a plu. Effectivement, ça fait beaucoup de choses à retenir, mais c'est une moto qui reste quand même plutôt facile à prendre en main. Donc les commentaires sont là si vous avez des questions supplémentaires. Sinon, vous pouvez nous joindre comme d'habitude par mail ou par téléphone. On vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos chez YAM Paris 15.